Je vais appeler le docteur Élodie Gaurois pour nous parler de la prédiction des femmes à risque pour le cancer. À vous la parole. Et on tiendra le compteur. Bonjour. Moi, je suis Gaurois Élodie. Je suis chirurgien à l'Institut Curie à Paris. Et donc, je tiens à remercier le comité pour l'invitation. Et là, je suis amenée à vous parler donc, de la prédiction des femmes à risque. Donc, tout d'abord, quel est le risque cumulé de cancer du sein et de cancer de l'ovaire chez ces femmes? Dans la population générale, on a un risque de cancer du sein de 9 à 10% à l'âge de 74 ans. Et de 0,9 pour l'ovaire. Chez les patientes porteuses d'une mutation BRCA1, ce risque augmente à 72% à l'âge de 80 ans et augmente également pour l'ovaire. On a une augmentation un peu moins importante pour la mutation BRCA2 et une autre mutation assez fréquente, le PALB2, qui montre surtout une augmentation du risque de cancer de sein à 35% à 70 ans, mais sans risque augmenté au niveau du cancer de l'ovaire. À quel moment est-ce qu'on doit proposer et penser à une consultation oncogénétique? Moi, j'ai préféré organiser les choses comme ça parce que très souvent, pour la génétique, on nous présente des arbres généalogiques avec tant de personnes atteintes implique un risque génétique. Donc effectivement, il y a cette partie-là avec le nombre de cas. Au moins 3 cas de cancer, quel que soit l'âge, et il faut que ce soit le même côté parental. Ou alors 2 cas, dont un avant 50 ans, ou alors bilatéral. Et un cas familial avant 40 ans, ou alors quel que soit l'âge, si c'est un homme ou si c'est un cancer du sein associé à l'ovaire. Dernier cas, si c'est un cancer de l'ovaire avant 71 ans, dans la famille associée au pancréas. Mais il y a aussi également une enquête oncogénétique à demander en fonction des résultats histologiques, pour tout triple négatif avant l'âge de 70 ans, et association de 2 cancers lobulaires infiltrants avec ou sans cancer gastrique qui peut faire évoquer une mutation particulière. Il y a également l'analyse de la tumeur parce que ça peut nous aider à décider de traitements adjuvants. Par exemple, les seins métastatiques HER2 négatifs ou encore les tumeurs ovariennes peuvent, si mutation, nous faire administrer des inhibiteurs de PARP. Également, selon les personnes apparentes et testées, si on connaît une mutation, on va être amené à la chercher dans le cas de notre patiente. Et dernier cas, quand il y a des syndromes, une association de symptômes évocateurs, comme pour le TP53, lorsqu'on présente des sarcomes avant l'âge de 46 ans, ou un cancer du sein avant 31 ans, ou surtout des triples positifs, ce dont on parle moins, d'autant que ça va impliquer une modification dans le traitement adjuvant. Donc la définition des femmes à risque, il y a les femmes à risque très élevées, donc c'est toute femme ayant un risque de cancer du sein supérieur ou égal à 4 quand on compare à la population générale. Les risques élevés, c'est cancer du sein, risque de cancer du sein 2 à 4 fois celui de la population générale. Ce risque est calculé et évalué donc, en fonction de l'histoire familiale, sachant que évidemment on pondère toujours en fonction de la taille de la famille et de la représentation de genre. S'il n'y a que des garçons, c'est vrai que ça va être un petit peu plus difficile à évaluer et on sera plus sévère. Selon également aussi les phénotypes tumoraux et aussi les scores de prédiction, donc il y a différents scores en fonction de l'école qui fait le calcul de risque. Alors, qu'en est-il de la prise en charge du risque chez les femmes indemnes de lésions, donc les patientes identifiées comme porteuses de mutations délétères, mais qui n'ont pas encore eu d'événement de cancer du sein. Lorsqu'elles sont âgées de moins de 30 ans, ça implique de faire un examen mammaire tous les ans, à partir de l'âge de 20 ans, donc jusqu'à 30 ans, et il n'y a pas de surveillance par imagerie qui est préconisée. Dans quelques cas particuliers, il peut être décidé en RCP de faire une surveillance par IRM, et dans ces cas-là, ce sera uniquement l'IRM une fois par an ou encore une échographie en fonction des résultats de l'IRM. Mais il faut en tout cas éviter au maximum les mammographies chez ces patientes-là. Quand elles sont âgées de 30 à 65 ans, l'examen mammaire doit passer tous les 6 mois. Et là, il est préconisé une imagerie annuelle, à savoir une IRM associée à une mammographie avec une seule incidence, l'oblique externe. Ça, c'est pour les patientes indemnes de lésions, je rappelle.
plus ou moins une échographie si nécessaire, et là pourra se discuter éventuellement d'une mastectomie prophylactique chez ces patientes après l'âge de 30 ans. Pour les patientes âgées de plus de 65 ans, c'est toujours un examen mammaire tous les 6 mois, une mammographie double incidence et une échographie, plus ou moins une échographie par an. Et chez elles, la mastectomie se discutera en fonction de la balance bénéfice-risque parce que le bénéfice est moins net que pour les 30 à 65 ans. Donc là, ce tableau, pour vous résumer, effectivement, donc pas d'imagerie surtout chez les 20-29 ans. Et pour les TP53, on évite vraiment au maximum de les exposer à la mammographie. Mais c'est vrai que les événements peuvent arriver plus tôt, donc c'est pour ça qu'elles sont quand même surveillées par IRM. Alors, concernant la prise en charge d'un cancer du sein chez une patiente mutée. Donc là, voilà, on sait qu'elle est mutée et elle présente un cancer. La prise en charge chirurgicale, donc tout d'abord du sein atteint. Quand elle a moins de 65 ans, pardon, on sait qu'elle a un très fort risque de présenter une récidive homolatérale. Dans ces cas-là, même si c'est accessible à un traitement conservateur par mastectomie partielle, pourra quand même se discuter de l'intérêt de faire d'emblée une mastectomie totale, plus ou moins associée à une reconstruction, enfin surtout associée à une reconstruction. Passé 65 ans, là, ça se discutera vraiment au cas par cas avec la patiente, puisque comme on a vu, il y avait moins de bénéfices pour la mastectomie prophylactique. Concernant les reconstructions, premier message, c'est qu'il ne faut jamais qu'un traitement, qu'une reconstruction ne retarde les traitements pour le cancer. Donc si vous faites une mastectomie, une RMI prothèse par exemple, il ne faudrait pas qu'une infection de prothèse vous fasse retarder la chimiothérapie. Et d'autre part, si la reconstruction est faite par exemple avec un implant ou un expandeur, enfin un matériel magnétique, on ne pourra pas faire d'IRM. Donc pareil, la surveillance du sein contralatéral s'avérera impossible. Peut se discuter de faire dans le même temps la chirurgie prophylactique contralatérale, mais là c'est pareil, il ne faut pas que ça retarde les traitements. Nous en général à l'Institut Curie, ce qu'on fait, se discute de faire dans le même temps opératoire les deux seins, quand ce sont des triples négatifs avec chimiothérapie néoadjuvante et une réponse complète à l'IRM et au TEP, où on est quasi sûr qu'en fait, par la suite, il n'y aura pas de traitement adjuvant. Donc le délai entre les chirurgies doit être toujours la priorité étant la prise en charge oncologique et quitte à remettre à plus tard cette décision avec une surveillance rapprochée. Je voulais quand même vous parler donc de la prise en charge du cancer ovarien. Donc pour les patients de BRCA1, BRCA2, ça implique de faire un suivi gynécologique annuel. Le frottis, c'est selon les recommandations habituelles. Et par contre, il n'y a pas d'imagerie qui est préconisée pour la surveillance systématique. Le geste à discuter, c'est l'annexectomie bilatérale prophylactique, pas uniquement l'ovariectomie. Maintenant, on le sait tous, effectivement, il faut également enlever la trompe. Concernant donc lorsqu'on a une mutation BRCA1, on préconise ce geste à partir de 40 ans, ça peut être décalé à 45 ans pour les BRCA2. Et ce geste prophylactique ne se discute, c'est vraiment au cas par cas quand c'est avant 35 ans, parce qu'il y a quand même un risque de morbidité important. On sait qu'une ménopause précoce est responsable de troubles cardiovasculaires ou d'anomalies osseuses assez importantes. Donc avant 40 ans, ça se discute en fonction des cas familiaux, quand il y a eu des cas très très précoces. Mais ça, on en discute en réunion de concertation pluridisciplinaire et on le valide avec la patiente. De toute façon, ça ne se discute également qu'une fois que la patiente a accompli son projet parental, évidemment. Alors, concernant la surveillance des femmes à risque très élevé, donc 4 fois par rapport à la population, de cancer du sein et ou des ovaires, mais sans prédisposition génétique identifiée. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un calcul de risque, elles ont un risque très élevé, mais on n'identifie pas les mutations parce que de toute façon, on n'identifie que ce qu'on connaît. Pour les moins de 30 ans, en fait, on retombe un petit peu dans la même surveillance. De 20 à 30 ans, c'est un examen gynécologique une fois par an. À l'imagerie, pas de surveillance avant 30 ans. Évidemment, ça dépend si dans l'histoire familiale, il y a des cas vraiment extrêmement précoces, pourra se discuter une IRM. Alors, pourquoi l'IRM? C'est qu'effectivement, on ne fait pas la mammographie, donc il n'y a pas d'irradiation, mais c'est surtout que l'échographie sur des seins très denses peut être non contributive. Et pour les patientes âgées entre 30 et 40 ans, donc examen clinique tous les 6 mois avec un bilan annuel par IRM, mammographie, une seule incidence, plus ou moins l'échographie en fonction des résultats.
Pourra également se discuter la mastectomie prophylactique chez ces patientes. Et après 40 ans, après 10 ans de suivi où on n'a eu aucun événement, on peut rediscuter d'alléger un petit peu le suivi pour ces patientes, parce qu'il faut aussi penser d'un point de vue psychologique, c'est pas toujours évident de se rendre 2 fois par an ou même 1 fois par an, toujours au même endroit, en centre anti-cancer la plupart du temps, c'est quand même pas anodin. Donc voilà, pour vous résumer, les patientes indemnes, surveillance à partir de 30 ans par IRM. Celles qui ont eu un cancer, une fois qu'elles ont plus de 65 ans, on passe uniquement à la mammographie. C'est une question de densité également du sein. Donc pour les patientes qui ont eu un cancer du sein et qui sont à risque très élevé mais sans prédisposition identifiée, ça effectivement ça va dépendre également du traitement qu'elles ont eu pour leur cancer du sein. Avant 65 ans, on préconise une surveillance par IRM, mammographie avec la double incidence. Après 65 ans, uniquement la mammographie. Donc ça ne change pas. Pour la mastectomie totale, IRM avant 65 ans et sinon mammographie. Et mastectomie bilatérale, ils mettent uniquement, on préconise une surveillance clinique. Après, c'est vrai qu'effectivement, nous, à Curie, quand on fait des mastectomies, parce qu'il y a marqué avec ou sans reconstruction, nous, quand on fait avec une reconstruction avec des prothèses, il faut quand même surveiller ces prothèses et on aura tendance à poursuivre une surveillance par IRM. Donc, se discute également la chirurgie prophylactique mammaire du sein traité, et contralatéral, ça c'est toujours recevable, c'est une discussion à avoir avec la patiente. Donc voilà, pour résumer, toujours éviter d'exposer les patientes trop jeunes. Donc le suivi des femmes à haut risque ou risque élevé, là dans ces cas-là, donc elles n'ont pas eu d'événement, pas d'IRM pas d'IRM. Uniquement mammographie plus de 40 ans. Quand elles n'ont toujours pas eu de cancer du sein et plus de 50 ans, là elles retombent dans le dépistage classique. Et le carcinome lobulaire in situ et les hyperplasies canalaires ou lobulaires atypiques, là dans ces cas-là, on préconise une mammographie. La même chose, au bout de 10 ans, on peut rediscuter du suivi et l'alléger en passant à tous les 2 ans. Donc pour vous résumer, la prévention chirurgicale chez les mutées BRCA 1 ou 2, quand elles sont indemnes, on discute de la mastectomie prophylactique entre 30 et 65 ans. Vraiment, avant 30 ans, c'est rare et il y a moins d'intérêt à le faire après 65 ans. Il faut quand même les prévenir qu'on diminue fortement le risque, mais il n'est pas nul, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont persuadés qu'une fois qu'on a enlevé la glande mammaire, elles sont tranquilles. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc une fois, pour les patients traités, qui malheureusement ont déjà eu un cancer, on peut discuter d'un geste contralatéral prophylactique. L'annexectomie prophylactique, comme je vous avais dit, recommandée à partir de 40 ans pour les BRCA1 et qui peut être différée à 45 ans pour les BRCA2. Pour le PALB2, il n'y a pas de surrisque de cancer de l'ovaire qui a été montré, mais on peut le proposer après la ménopause. Il y a un groupe d'études qui est en train d'analyser ça. Pour les TP53, donc le syndrome de l'iphroménie, la mastectomie prophylactique est à discuter dès 20 ans, parce que donc, comme je vous disais, ça va impliquer aussi, en cas d'apparition d'un cancer du sein, ça modifierait les traitements, notamment contre-indiquerait la radiothérapie. Et donc pour les risques très élevés mais sans mutation, dans ces cas-là, la mastectomie prophylactique c'est une décision de RCP et il n'y a pas de recommandation pour l'annexectomie prophylactique vu qu'on n'a pas identifié de mutation. Voilà, pour vous résumer, la mastectomie prophylactique bilatérale. La contraception, parce que chez ces patientes mutées, on est toujours un peu frileux, il faut être honnête. Et donc, il apparaît que ce qui doit nous guider, c'est quand même toujours la même chose. L'âge de la patiente, ses antécédents gynécologiques, ses facteurs de risque, est-ce qu'elle fume, cardiovasculaire, métabolique, quel est son besoin dans la contraception, est-ce qu'elle désire une grossesse à court ou moyen terme, et a-t-elle un antécédent de cancer du sein. En gros, si elles sont indemnes de lésions, elles n'ont jamais présenté de cancer du sein mais sont mutées, ce sont les mêmes recommandations que la population générale.
Et si elle présente un antécédent de cancer du sein, là, la contraception hormonale est contre-indiquée. Il faudra l'orienter vers un stérilet en cuivre, une contraception locale ou discuter d'une stérilisation tubaire ou une vasectomie. En cas de stérilisation tubaire, évidemment, on en profite pour discuter de l'annexectomie. Ou en tout cas, ce qui existe aussi, c'est la fimbrioplastie, donc c'est-à-dire uniquement enlever le pavillon, laisser les ovaires et faire cette ovariectomie plus tard. Concernant le traitement hormonal de la ménopause, donc après annexectomie prophylactique, effectivement, c'est posé la question parce qu'il a été montré dans différentes études qu'il y avait quand même une vraie morbidité avec une augmentation des événements cardiovasculaires, notamment infarctus du myocarde, chez les patientes en ménopause précoce non supplémentée. Donc, un THM est possible chez les patientes mutées si elles n'ont jamais eu d'antécédent de cancer du sein. Sinon, évidemment, c'est contre-indiqué. Les doses et le type de traitement est à adapter en fonction de la symptomatologie. Un petit peu pour se rassurer, on peut se dire aussi que les patientes mutées BRCA1 2 présentent la plupart du temps quand même des triples négatifs et donc RH négatifs. La surveillance radiologique donc des patientes mutées en cas de situation particulière, donc par exemple la grossesse. Si la patiente mutée souhaite, est dans un projet de grossesse, il est indiqué dans ces cas-là de faire un bilan d'imagerie de dépistage. Idéalement, il faut faire tous ces examens en première partie de cycle pour éviter une grossesse. Et chez cette patiente, on va être moins tolérant, c'est-à-dire qu'en cas d'anomalie ACR3, se discutera d'emblée une biopsie, ce qu'on ne fait pas forcément pour les autres patientes. Au cours de la grossesse, rien de particulier, enfin si évidemment un examen clinique mammaire tous les mois chez ces patientes un peu plus à risque, sachant que la grossesse est un événement à risque, mais pas d'imagerie systématique. S'il y a des signes douteux, s'il y a un appel clinique, et dans ces cas-là, il faudra une mammographie et une échographie, la mammographie étant possible pendant la grossesse avec mise en place d'un tablier de plomb, et pas d'indication à réaliser une IRM systématique. Surtout, pensez que l'IRM mammaire se fait en décubitus ventral, donc bon, pas toujours évident. En période postpartum, on reprend les modalités de dépistage par imagerie habituelle 3 mois après l'accouchement. En cas d'allaitement, l'IRM est possible. Il faut juste reprendre l'allaitement seulement 4 heures après. Autre cas, le bilan avant chirurgie prophylactique. Ça nécessite de faire un bilan mammaire complet, à savoir IRM, mammo, plus ou moins échographie, si on n'a pas encore toutes nos réponses avec ces 2 éléments-là, qui datent de moins de 6 mois. Une fois que ces patientes ont fait une surveillance après mastectomie prophylactique, que la plaque aréolo-mamelonnaire soit conservée ou pas, ça nécessite toujours une surveillance par examen clinique annuel, avec une échographie non systématique selon l'appréciation clinique. Après, comme je vous disais, effectivement, nous, quand il y a des prothèses, on préconise quand même encore l'IRM parce que l'examen clinique peut ne pas suffire, on peut ne pas tout voir, et en plus, il faut surveiller cette prothèse, savoir s'il y a une rupture, s'il faut la changer ou autre. Surveillance après chirurgie pour un cancer du sein, ça va dépendre du type de chirurgie qui a été faite, j'en ai parlé tout à l'heure. Merci pour votre attention. Oui, merci beaucoup, c'est clair. Il y a des questions qui sont déjà demandées dans la salle, oui. Dr Chanofi. Merci Madame Goroua pour votre excellente présentation. J'ai 2 questions qui me tarautent comme ça. La première question, quand vous faites une mastectomie prophylactique chez des patientes mutées, ouais, quelle est votre technique chirurgicale? Est-ce que vous faites, c'est-à-dire est-ce que vous faites du skin sparing ou non, mastectomie, c'est-à-dire vous laissez l'étui cutané? Non. Première question. Est-ce que vous enlevez la PAM ou pas? Deuxième question. Et enfin, dernière, c'est-à-dire quand vous avez une patiente mutée, cancer unilatéral, la chirurgie de symétrisation, vous la faites quand? Vous en faites encore ou pas? Bref, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur ça. D'accord. Alors, pour la chirurgie prophylactique, effectivement, une patiente qui est indemne de lésions et qui n'a jamais rien présenté, on va pouvoir faire, nous, ce qu'on fait régulièrement, donc des mastectomies en gardant l'étui cutané et la plaque aréolo-mamelonnaire, en faisant une incision au niveau du sillon, en enlevant l'ensemble de la glande et en mettant une prothèse. Mais ça, les techniques de prophylaxie vont aussi dépendre de l'anatomie de la patiente. Si une RMI prothèse n'est pas possible, dans ces cas-là, discuter d'un lambeau d'emblée,
On sera amené à pas forcément garder la peau, mais ça va plus être des questions de technique chirurgicale. Si elle est indemne de lésion, on gardera la peau et la PAM. Et l'autre question, pardon. La chirurgie de symétrisation. Ah, la chirurgie de symétrisation. Là, ce qui nous guide, c'est vraiment toujours de nous dire qu'il ne faut pas qu'on retarde le traitement pour le cancer. Donc, si je sais de manière certaine que ma patiente aura de la chimiothérapie post-opératoire, je vais éviter de faire un geste contralatéral de plastie. Parce que s'il y a une nécrose, une infection, là je vais retarder de la chimiothérapie pour simplement avoir symétrisé un sein. Voilà. C'est surtout ça qui va nous guider. Merci madame. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris, en cas d'annexectomie bilatérale prophylactique, ça va induire une ménopause précoce, une ménopause chirurgicale intense sur le plan manifestation. Le climatério va être un climatério important. Mais indépendamment du climatério indépendant, nous pouvons avoir des conséquences vasculaires et cardiovasculaires dans les 10 ans qui vont amener la femme vers 50 ans. Normalement, s'il n'y a pas de mutation, le traitement est obligatoire. N'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous nous avez proposé? Obligatoire, non. Obligatoire, non. Sauf avant 40 ans. Là, avant 40 ans et surtout avant 45 ans, avant 35 ans, c'est sûr de manière certaine, elle aura un THM. Après 40 ans, on va faire en fonction des symptômes. Mais c'est vrai qu'effectivement, il a été remarqué, et c'est pour ça que quand on fait une hystérectomie pour un autre motif que de la cancérologie, et qu'il n'y a pas d'indication à enlever les ovaires, et qu'on se retrouve chez une patiente de 45-50 ans, il vaut mieux, voilà, on laisse, parce qu'il y a toujours un bénéfice jusqu'à 60 ans à garder ses ovaires. Mais là, on est dans un contexte particulier où effectivement, on n'a pas non plus énormément de données chez ces patientes mutées qui ont eu une annexectomie prophylactique. Voilà. Donc le THM de ménopause, est-ce qu'il est permis ou non en cas de mutation? Il est permis et il va être fait après 40 ans en fonction des symptômes du climatério. D'accord. Voilà, chez cette population particulière. En fait, c'est comme une femme normale. Une dernière question, donc si... Oui. S'il vous plaît, dans le cas particulier d'antécédents personnels de maladie de Hodgkin et une irradiation thoracique, à partir de quel âge vous commencez la surveillance et par quels moyens? L'IRM ou l'écho mammaire, surtout pour les femmes jeunes? Alors, elles vont être quasiment tout le temps suivies, en fait, finalement. Mais l'examen mammaire est à débuter à partir de 20 ans. Et en fait, on va appliquer à peu près la même chose que pour les mutés. Et donc, on va faire une IRM entre 20 et 30 ans. Et l'examen mammaire une fois par an, et ensuite rapprocher un petit peu tous les 6 mois et passer à l'IRM et la mammographie avec une seule incidence par contre. Merci beaucoup. Donc on va passer à votre deuxième présentation, c'est ça? Donc on enchaîne avec particularité des cancers du sein et grossesse. À vous la parole. Donc toujours de l'Institut Curie. Prise en charge du cancer du sein associé à la grossesse. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire exactement cancer du sein associé à la grossesse? Déjà, un cancer du sein pendant la grossesse et aussi un cancer du sein qui survient dans l'année qui suit. On est à peu près à 1 cas sur 10 000 ou 1 cas sur 3 000 en fonction des études. C'est le premier cancer associé à la grossesse, avec aussi le col et le mélanome qui suivent. Et il y a environ 10% des cancers du sein chez la femme de moins de 45 ans. C'est en augmentation actuellement et il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'âge, parce que donc, les femmes ont des grossesses de plus en plus tardives, et chez la femme jeune, les mutations et également l'absence d'allaitement. Parce qu'effectivement, on dit que le nombre de grossesses est protecteur. Mais il y a quand même plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi on peut connaître un épisode de cancer du sein pendant la grossesse. Donc cancer du sein associé à la grossesse, c'est-à-dire déjà le contexte hormonal, parce que ça induit une prolifération des cellules mammaires pour se préparer à l'allaitement, et aussi une modification immune, parce qu'au cours de la grossesse, on doit tolérer un hôte pendant 9 mois. Donc il y a une modification de la tolérance immunitaire qui pourrait laisser passer des cellules cancéreuses. Et aussi une augmentation de la réponse inflammatoire, c'est pour ça qu'elle se présente plus que le reste de la population avec des cancers du sein inflammatoires.
Le diagnostic donc, est parfois difficile, avec une palpation qui est devenue plus complexe sur des seins très denses, parfois un peu douloureux du fait de la modification de la glande, ou dans l'année qui suit la grossesse, toujours difficile, on a tous eu ce cas de ne pas savoir si c'était un abcès ou plus que ça. Donc voilà, c'est des examens qui sont vraiment compliqués à faire. En plus, la plupart du temps, les diagnostics ne sont pas évoqués. On n'a pas envie de découvrir un cancer du sein chez notre patiente enceinte. Les investigations également peuvent être faites à minima parce qu'on ne veut pas exposer le fœtus à une mammographie, alors que, en fait, déjà c'est une exposition qui est faible et en plus on peut l'éviter en mettant un tablier de plomb. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ça et au moindre doute, faire une mammographie. Également, s'il y a une lésion qui est douteuse ou qui évolue, ne pas hésiter à faire un prélèvement anatomopathologique, à savoir plutôt une biopsie qu'une cytoponction. La cytoponction, il y a quand même beaucoup de faux négatifs, donc même si c'est un peu plus simple à mettre en œuvre, il faut quand même plutôt préférer la biopsie. Tous ces caractéristiques font que quand même on a remarqué que le diagnostic était fait plus de 4 mois après le premier symptôme, la plupart du temps, chez cette population particulière. Et ça peut gréver quand même le pronostic. Donc la plupart du temps, ce sont quand même des masses palpables, plus souvent par la patiente que par le médecin. Bon, on peut se détendre aussi, 80% des lésions mammaires au cours de la grossesse sont totalement bénignes. Ensuite, l'échographie et la mammographie nous aident à faire le diagnostic. La biopsie, comme je vous disais, donc plutôt une microbiopsie. De toute façon, la plupart du temps, ce ne sont pas des microcalcifications qui apparaissent avec la nécessité d'une macrobiopsie, ce sont plutôt des masses. Et donc la microbiopsie est parfaite. Et ne pas oublier que quand même, comme l'IRM, la macrobiopsie, elle se fait en procubitus, ce qui peut être inconfortable et qui dépend du terme. L'IRM est possible avec une injection de gadolinium, mais pareil, pensez que c'est un décubitus ventral. Le TEP scanner, par contre, est à éviter parce qu'il y a trop d'exposition fétale. Alors, les caractéristiques de ces différents de cancers spécifiques pendant cette période, ça c'est une étude de 2015 qui reprenait 129 patientes. L'idée était de comparer les récidives locales ou à distance. En gros, ce qu'il a montré dans cette étude, c'est qu'il y avait plus de récidives locales, mais que ça n'impactait pas sur la survie globale. Il a été remarqué aussi que le diagnostic était fait avec une taille tumorale plus importante. La plupart du temps, elles étaient à T2 versus les femmes plus jeunes. Ça, c'est ce qu'on a expliqué auparavant, la difficulté d'examen et la peur, en fait, de demander des examens complémentaires. Et aussi, la plupart du temps, il y a quand même moins de récepteurs hormonaux exprimés, mais ça, on est chez des femmes plus jeunes, donc il y a possibilité que ce soit effectivement une immunohistochimie un peu particulière. Le pronostic maternel. Donc ça, c'est une étude qui est une méta-analyse de 2012 et qui a montré donc qu'effectivement le pronostic était moins bon chez les patientes lorsqu'on leur découvrait un cancer associé à la grossesse versus en dehors de la grossesse. Et il y avait un pic particulier en postpartum immédiat. Donc voilà, pendant la grossesse, le pronostic était moins bon qu'une femme en dehors de la grossesse, mais quand même meilleur que juste en postpartum immédiat, aussi bien sur la DFS, donc la survie sans récidive, que sur la survie globale. Même la survie globale est impactée. Concernant le pronostic fœtal, alors là, on a quand même un petit peu moins de données, mais là, c'est une étude qui reprenait 129, c'était une étude cas témoins, où dans les fœtus, il y en avait, la plupart, 80 avaient reçu de la chimiothérapie, certains avaient reçu juste de la radiothérapie, de la chirurgie, et d'autres rien du tout, et les cas contrôle. Le durée de suivi était d'environ de 24 mois, mais ça allait jusqu'à 18 ans pour certains. On a suivi au niveau cardiologique, cognition, développement, fertilité, cancer, leucémie, tout a été un petit peu regardé. Et en fait, il n'est apparu pas de surrisque au niveau des cancers, enfin il n'y avait pas de surrisque de pathologie. La majorité des renseignements qu'on avait, enfin des expositions étaient aux anthracyclines avec des taxanes, mais surtout des anthracyclines. Et par contre, on n'avait pas de données sur les thérapies ciblées.
La seule chose qui est vraiment apparue, c'est qu'il y avait 22% des enfants qui étaient nés avec un poids à la naissance inférieur au 10e percentile, alors que c'était 15% comparé dans le groupe contrôle, mais ce n'était pas significatif. Donc comme quoi, il doit quand même y avoir un impact, mais il n'a pas été identifié. Concernant la chimiothérapie qu'on va pouvoir accorder aux patientes, parce qu'il faut garder à l'idée que pour une patiente enceinte, il faut de toute façon lui administrer un protocole qui est le plus proche de celui de la patiente qui ne sera pas enceinte. La chimiothérapie, il faut l'adapter à de nombreux critères. Déjà, les critères classiques de protocole adaptés au type de cancer, le développement fœtal, le type de molécule, la pharmacocinétique, prévoir le passage transplacentaire et aussi la durée de traitement et le nombre de cures parce que la date d'accouchement va aussi influencer ça. Il a été retenu d'éviter quand même la chimiothérapie au premier trimestre parce que c'est la période de l'organogénèse, donc c'est ce qu'on appelle la période tout ou rien. Soit malheureusement c'est une fausse couche, soit la grossesse poursuivra et il n'y aura pas d'impact sur le fœtus. On a plus de données sur les 2e et les 3e trimestres, et ça, ce sont des données plutôt rassurantes. Et donc, c'est pour ça qu'on peut donner. Après, on donne quand même toujours la même chose. Hein, les anthracyclines, on sait que c'est possible, donc on va continuer là-dessus. On ne va pas se lancer sur des nouveaux traitements d'emblée. Il y a d'autres traitements, parce qu'au cours de la chimiothérapie, on donne également des antiémétiques et des facteurs de croissance. En gros, il a été montré que la plupart des antiémétiques sont faisables. Les corticothérapies, il vaut mieux éviter la dexaméthasone au premier trimestre de grossesse. Et pour les facteurs de croissance, on n'a pas suffisamment de données, mais il semblerait que ça traverse quand même le placenta et on ne sait pas exactement ce que ça fait, donc plutôt à éviter. Parce qu'effectivement, la grossesse, c'est une forte modification du métabolisme, à savoir aussi bien l'absorption par augmentation du pH gastrique à cause de multiples changements et augmentation du flux vasculaire intestinal. Donc tout ça, ça va favoriser l'absorption. La distribution est vraiment modifiée par un volume de distribution qui est augmenté. Le métabolisme des médicaments s'avère également modifié par une modification d'expression du cytochrome qui est augmentée, donc favoriser le métabolisme. Et l'élimination est également favorisée par une augmentation du flux rénal et de la filtration glomérulaire, donc une élimination plus importante des médicaments. Les autres traitements systémiques, le tamoxifène n'est pas recommandé parce que là, pour le coup, on a déjà constaté des ambiguïtés sexuelles et d'autres syndromes associés à la prise de tamoxifène pendant la grossesse, donc à éviter. Le bevacizumab aussi est contre-indiqué pendant la grossesse, un anti-VEGF. Et le trastuzumab, donc un anti-HER2, n'est pas recommandé parce qu'il y a un risque élevé d'oligoamniose. Effectivement, sur l'épithélium rénal, il y a aussi une expression d'HER2, et donc il y a un gros risque délétère pour le fœtus. Alors, c'est utilisable au premier trimestre. Après, quand on discute avec des oncologues, en fait, c'est surtout qu'on a découvert des grossesses de patientes qui étaient sous trastuzumab, et il n'y a pas eu d'anomalie pour la grossesse, le trastuzumab a été arrêté. Voilà. Pas de séquelles, mais ça, c'est vrai que c'est pas ce qu'on fait de manière courante. Concernant la chirurgie, des anesthésies générales pour les femmes enceintes, on le fait. Ça nécessite un contrôle de vitalité fœtale avant et après le geste. Pour l'anesthésie, ça implique quand même quelques modifications pour nos collègues anesthésistes, à savoir considérer que c'est un estomac plein, prévoir un décubitus latéral gauche, une plus forte tendance à l'hypoxie, l'hypoglycémie, l'hypotension, donc l'échographie dont je parlais à faire avant et après le geste, la tocométrie éventuelle. La corticothérapie, ça vraiment c'est à discuter avec l'obstétricien, mais en fonction du terme, ça se discutera ou pas. Faire attention à ces patientes qui ont un plus fort risque thromboembolique du fait du cancer et de la grossesse, donc une plus forte tendance à recommander les HBPM. Le ganglion sentinelle au technétium n'est pas contre-indiqué. Donc ça, pareil, c'est important pour les gestes et ne pas faire d'escalade thérapeutique et donc un geste inadapté chez une patiente qui aurait été indemne de lésions au niveau des ganglions. Mais par contre, le verre d'indocyanine n'a pas été validé. Et puis, vu qu'on a le technétium, autant se contenter de ça. Et donc la chirurgie est possible, quel que soit le terme. La radiothérapie, elle est possible, théoriquement, pour la partie supérieure du corps pendant la grossesse.
Mais nos collègues radiothérapeutes préfèrent faire après l'accouchement. C'est contre-indiqué pendant le 3e trimestre, surtout pour le sein, avec l'augmentation du périmètre abdominal. Il y a un trop fort risque d'exposition fétale. Donc, pour vous résumer un petit peu tout ça, les prises en charge vont être dépendantes du moment du diagnostic en fonction de l'âge de la grossesse. Donc, on découvre cette masse, on fait un bilan. On fait aussi un bilan de la grossesse, est-ce qu'elle est viable, est-ce qu'il y a des anomalies particulières, parce que ça va nous guider forcément. Si on fait le diagnostic à un moment, donc à moins de 12 semaines de grossesse, là peut se discuter soit de faire une interruption thérapeutique de grossesse, et dans ces cas-là, la patiente part sur un traitement standard, soit elle veut conserver cette grossesse est viable, et il n'y a pas d'anomalie, et dans ces cas-là, on part sur une chirurgie standard, une chimiothérapie adjuvante, mais qui est à débuter à partir de 16 semaines de grossesse, parce qu'on a vu tout à l'heure, ça n'est pas conseillé dans le 1er trimestre, et pas de radiothérapie. Prévoir un accouchement, enfin prévoir, c'est toujours organiser un accouchement pour 35 à 37 semaines de grossesse, puis assurer la fin du traitement. Quand on est entre 12 et 28 semaines de grossesse, là, ce qui va différer, c'est soit on est face à une tumeur localement avancée, dans ces cas-là, se discutera de la chimiothérapie néoadjuvante, plus ou moins la chirurgie, donc en gros localement avancée, même pour des cancers luminaux, une atteinte N+. Chimiothérapie néoadjuvante, puis chirurgie. L'accouchement, toujours à peu près 35-37 semaines de grossesse, puis finir le traitement avec notamment la radiothérapie, l'hormonothérapie en fonction, et les traitements anti-HER2 si nécessaire. Quand on est face à un stade précoce, on débutera par la chirurgie standard, mastectomie partielle GS ou mastectomie partielle curage, enfin ce qui est nécessaire de faire, associé à une chimiothérapie adjuvante, on n'est déjà plus dans le 1er trimestre, pas de radiothérapie, on arrête la chimiothérapie 3 semaines avant l'accouchement 35-37 semaines, puis la fin des traitements après l'accouchement. Lorsque le diagnostic est fait après 29 semaines de grossesse, soit on est face à quelque chose de localement avancé, dans ces cas-là on fera la chimiothérapie néoadjuvante jusqu'à l'accouchement, 35-37 semaines en arrêtant la chimiothérapie 3 semaines auparavant, et on enchaînera sur la suite du traitement. Si c'est un stade précoce, on fera d'abord la chirurgie, l'accouchement et après la fin des traitements. Donc en pratique, ça c'est pour vous résumer un petit peu, la chirurgie on peut la faire tout le temps, la radiothérapie au niveau des seins, théoriquement 1er et 2e trimestre, mais c'est vrai que la plupart du temps on préfère l'éviter et la faire en postpartum, et la chimiothérapie à éviter en 1er trimestre et réalisable au 2e et au 3e trimestre. La thérapie ciblée n'est pas autorisée pendant la grossesse. Pour la chirurgie, donc la chirurgie du sein est faisable tout le temps et donc le ganglion sentinelle est réalisable pendant toute la durée de la grossesse. L'accouchement, donc c'est toujours facile à dire, mais idéalement il faut viser 36 à 37 semaines d'aménorrhée, prendre en compte l'état maternel et surtout la nécessité de soins adjuvants comme la radiothérapie. Parfois, il peut se discuter quand on a quelque chose qui, malgré la chimiothérapie néoadjuvante, évolue et que le geste chirurgical n'est pas réalisable devant un sein inflammatoire ou une atteinte cutanée trop importante, de faire une radiothérapie. Donc là, il faudra discuter avec les obstétriciens pour peut-être créer de la prématurité, mais pouvoir assurer un traitement adjuvant convenable à la patiente. Il faut respecter, si possible, un délai de 3 semaines entre la dernière cure de chimio et l'accouchement, devant le risque de myélosuppression et d'accumulation de molécules chez le fœtus, puisqu'en plus il y a un surrisque quand même d'hémorragie de la délivrance et d'infection. Dans les différentes études, l'âge gestationnel moyen est de 36 semaines environ. Et il y a un autre élément à ne pas oublier lors de l'accouchement, c'est le risque de métastase placentaire. Donc ça nécessite de faire un examen systématique, bon, comme on est censé le faire de toute façon, mais rechercher macroscopiquement des métastases et adresser systématiquement également en anapath. Lorsque on trouve des métastases fétales, c'est vraiment exceptionnel, donc il faudra adresser un centre de référence pour la suite de la prise en charge. Le postpartum, donc c'est une période très à risque thromboembolique, ça impliquera une prophylaxie de manière un peu plus large qu'on pourrait le faire pour quelqu'un d'autre. L'allaitement maternel est possible si la patiente est vraiment très motivée. Il faut aussi remettre tout dans le contexte psychologique de risque de transmission de cancer. C'est vrai qu'elle pense beaucoup à ça, enfin, faut beaucoup les accompagner, ces patientes.
Donc c'est impossible avec la radiothérapie, à éviter pendant la chimiothérapie à cause du lait. Et évidemment, si on a eu une mastectomie totale, il faudra allaiter avec le sein contralatéral. Les traitements oncologiques, eux, peuvent être repris immédiatement après un accouchement voie basse et il faudra attendre 1 semaine après une césarienne. En conclusion de cette partie, lorsqu'on découvre une masse du sein en cours de grossesse, il faut faire une exploration normale. Ce n'est pas parce que la patiente est enceinte qu'on ne peut pas faire de mammographie, par exemple. L'objectif sera toujours de ne pas retarder les traitements, donc il faut juste choisir la bonne séquence. Ce qui n'est pas autorisé, donc la radiothérapie, l'hormonothérapie et les thérapies ciblées. Très vigilant en postpartum et inscrire tous ces dossiers en RCP spécifique et déclarer les cas de cancer et grossesse pour justement avoir aussi un retour d'expérience et avoir plus de data. Sinon, c'est un suivi obstétrical dans une maternité adaptée. On préférera, on ne va pas faire de dose dense pour les chimiothérapies, donc plutôt du séquentiel standard, en préférant le Taxol hebdo, l'accouchement après 35 semaines, ne pas oublier la prévention de la maturité quand on est à risque, et arrêter la chimio idéalement 3 semaines avant l'accouchement. Donc il y a une autre question concernant cancer du sein et grossesse, c'est aussi quand autoriser une grossesse, parce que donc on a quand même 70% de nos patientes qui de moins de 45 ans traitées par cancer du sein qui souhaitent une grossesse. Sans oublier que la chimiothérapie est gonadotoxique, donc en fait, il faut penser en amont les choses et quand on a une patiente jeune, il faut d'emblée lui parler et lui proposer une consultation d'oncofertilité, voir ce qui est possible. Ça peut aussi soulever des questions qu'elle ne se posait pas. Mais c'est important, il vaut mieux l'anticiper plutôt que de le découvrir à 42 ans et 6 mois. Différents délais sont préconisés, notamment par de 2 à 3 ans pour le tamoxifen, pour les traitements adjuvants et l'hormonothérapie, mais pour certains, concernant les cancers du sein RH+, il vaut mieux faire les 50 tamoxifènes et discuter grossesse après. En pratique, avant de débuter la grossesse, faire un bilan complet, mammo, écho et frottis, mais ça c'est pour de principe. Le bilan cardiologique lorsqu'elles ont reçu des anthracyclines, parce qu'une insuffisance cardiaque pourra contre-indiquer une grossesse éventuelle. Préparer un suivi en maternité de niveau adapté. Pendant la grossesse, donc on l'a vu, on poursuit les examens cliniques une fois tous les mois. Et pour l'allaitement, je vous en ai déjà parlé. Donc, bilan d'extension initiale, le traitement du cancer pour les délais. Quand c'est que du cancer in situ, quand on a un cancer in situ, il vaut mieux attendre un délai de 12 à 18 mois afin de pouvoir faire une surveillance adéquate, être sûr qu'il n'y ait pas de récidive et pouvoir laisser la patiente tranquille après. Lorsque ce sont des cancers RH+, il faut théoriquement un délai d'attente avec 50 tamoxifènes et ensuite envisager une grossesse. Peut se négocier de faire 3 ans de tamoxifène, une grossesse, mais il faudra reprendre le tamoxifène à la suite de la grossesse. Pour les cancers RH-, en fait, l'autorisation de grossesse va surtout dépendre du pronostic. Si on est face à un bon pronostic, on peut attendre environ 2 ans. Mais si c'est un plus mauvais pronostic, tel que triple négatif ou T3, T4, dans ces cas-là, il faut attendre plus de 3 ans minimum. Il y a eu plusieurs études qui ont montré les différents moments de récidive en fonction de l'immunohistochimie et effectivement, donc les triples négatifs récidivent plus tôt que le reste. Il y a un pic à 2-3 ans et ensuite ça diminue fortement. Les HER2 sont un tout petit peu décalés en temps avec un pic un peu plus large, alors que les RH+, c'est un taux moins important mais étalé dans le temps. Donc il faut aussi garder ça en mémoire. Ne pas que la patiente ne se retrouve pas en difficulté avec une récidive au mauvais moment et à prendre une décision difficile de devoir interrompre une grossesse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien les encadrer et les écouter. Donc à retenir, au moment du diagnostic, confirmer la viabilité de la grossesse, déterminer l'âge gestationnel parce que c'est ce qui va influencer toute notre prise en charge, éliminer les anomalies morphologiques et déclarer les cas. La chirurgie est possible pendant toute la grossesse. Pensez au décubitus latéral gauche, au monitoring fœtal.
et au risque thromboembolique. La chimiothérapie possible 2e, 3e trimestre, toujours faire attention au risque à la menace d'accouchement prématuré et surveiller la croissance fœtale, donc souvent une surveillance avec une échographie après chaque cycle, et arrêter la chimiothérapie après 35 semaines. La radiothérapie, on a dit possible, mais on préfère quand même la faire en postpartum, et les thérapies ciblées sont à éviter. L'accouchement, la voie d'accouchement n'est pas modifiée par le fait d'avoir un cancer du sein, et on le préconise 3 semaines après la dernière cure. Pour le postpartum, pensez à examiner le placenta et quand même l'adresser en anapathe. Et donc voilà, débuter les traitements aussi vite que possible, l'objectif étant d'assurer le meilleur pronostic à la patiente. Voilà. Merci beaucoup. Donc en fait, en vous écoutant, ça paraît si simple, cancer du sein et grossesse, mais en fait, moi je suis oncologue, donc heureusement on n'en voit pas beaucoup, mais quand ça arrive, c'est panique totale à bord. C'est la catastrophe. Surtout au premier trimestre de la grossesse, quand c'est une grossesse précieuse. Donc comment présenter les choses à la patiente, c'est vraiment une épreuve pour l'oncologue et pour le gynécologue aussi. Après, ce qui pose problème aussi, c'est qu'on a les indications de la chimiothérapie néoadjuvante sont de plus en plus larges. C'est des patientes jeunes, donc généralement très agressifs, des RH négatifs, des HER positifs, donc pratiquement toutes doivent bénéficier d'une chimiothérapie néoadjuvante. Ça nous pose problème parce que pas de données avec les taxanes et les thérapies ciblées. Donc, oui, puis pas de Pembro, pas d'immuno, pas de taxane, pas de thérapie ciblée. Donc en fait, au quotidien, c'est des discussions en RCP avec les gynécologues et avec oncologues. Et pour les radiothérapeutes, ils vont passer après l'accouchement, c'est clair. Mais nous, en fait, ce qu'on fait, c'est un tracycline d'abord, surtout après le 2e trimestre, le temps qu'elle arrive à l'accouchement et reprendre le néoadjuvant après. Donc taxane, double blocage ou immuno ou quoi que ce soit. Et puis les radiothérapeutes passent derrière. Donc c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. C'est des situations heureusement rares, mais compliquées, oui. Pour les autres, en fait, après la grossesse, à la limite, dans l'année, ça ne pose pas de problème parce qu'ils vont recevoir le traitement standard. Et pour les délais de grossesse après cancer du sein, ça aussi, ça pose problème éthique, moi je dirais, parce que quand il y a grossesse et récidive, c'est aussi c'est très, très une catastrophe. Oui. Donc voilà. Donc c'est vraiment à discuter en RCP au cas par cas, en fonction de l'immunohistochimie et en fonction vraiment du désir de grossesse du couple. C'est vraiment à discuter avec le couple en fonction du pronostic. Il faut vraiment bien informer les gens de quoi ils s'engagent et des risques qu'ils prennent. Voilà, vous n'êtes pas guéri, il y a toujours le risque de récidive et puis d'en discuter avec la patiente. Donc on essaie de prendre 1 à 2 questions. Docteur Chanou-Fit. Voilà, moi j'ai une question pour moi qui m'a interpellé, c'est-à-dire que pour les grossesses premier trimestre, vous faites le diagnostic, on a une biopsie, on fait une microbiopsie, on a des résultats histologiques. Moi, je pense que pratiquement, il n'y a pratiquement plus d'indication d'ITG au premier trimestre. C'est peut-être les cancers du sein inflammatoire, peut-être les triples négatifs, mais le fait de systématiquement premier trimestre vraiment arrêter les grossesses. Ah oui, non, c'est pas du tout systématique. J'aurais bien aimé savoir un peu votre expérience à l'Institut Curie. Non, nous pareil. Il n'y a déjà rien de systématique parce qu'on ne peut pas aller contre une patiente de toute façon. Et puis chacun a ses valeurs et voilà. Mais après peut se discuter. Enfin, moi je l'ai vu dans certains cas de devoir faire une interruption thérapeutique de grossesse parce qu'effectivement c'était quelque chose qui flambait complètement, qui nous échappait complètement et pour lequel de toute façon s'il n'y avait pas de pembrolizumab, ça irait encore plus vite. Donc là voilà, ça s'est discuté et en fait la patiente a fini par faire une fausse couche. Donc vous voyez, ça a été malheureusement ça. Mais oui, non, c'est absolument pas systématique. Très bien. Merci, docteur. Attends, il y a le micro. Merci, docteur Goroy. En fait, Badi Chanouf, c'est un sous-marin. Hein. C'est l'élève de Krishnaklov. Donc, je m'aperçois que vous êtes quasiment sur la même longueur d'onde. Et je sursaute. Le cancer du sein et grossesse, oui, c'est possible. Oui, l'ITJ, il faut l'envisager en dernier lieu. Oui, il y a une chimiothérapie à partir de 16 semaines. Oui, la radiothérapie après l'accouchement. Oui, on peut avoir un bon pronostic. Les délais
de grossesse après cancer du sein, on va rester dans le cadre des guidelines de l'ICOG ou bien du Collège français. J'ai en mémoire une patiente qui a fait justement un don d'ovocytes avec un transfert embryonnaire au bout d'un an après un cancer du sein, et hop, au 4e mois, heureusement pour elle, métastase susclave. Et on a quand même fait une chimiothérapie à Estepona en Espagne. C'est la clinique d'Exeus qui l'a confiée là-bas. Et elle a accouché il y a 2 mois chez le professeur Israël Nizam à l'hôpital américain de Paris. Mais ce ne sont que des cas particuliers et des faits divers. Alors, merci beaucoup. L'Institut Curie est un institut ami à la Tunisie, surtout que l'un de nos plus grands professeurs maintenant sur la place a été formé en oncoplastie chez le professeur Krishnaklov. Merci beaucoup.